Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 227 du podcast Jean Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver pour cette émission du jeudi, grande preview des finales de conférence NFL. À mes côtés pour parler de tout ça, il y a d'abord Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Raoul Villeroy est là aussi. Hello. En t-shirt du Canadien de Montréal. Bah ouais, monsieur. J'ai vu un documentaire sur les enforcers en NHL sur Netflix, ouais. Je te le conseille. Ah, il est sur Netflix. Ouais, c'était Ice... je sais plus quoi. Bref, le podcast Jean Actu du jeudi parle de NFL. On va revenir sur le terrain de football américain. C'est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne. Ça s'affiche en bas de votre écran. Si vous nous regardez en vidéo, ils sont avec nous depuis le début de l'année pour la deuxième année de suite. Et on vous invite à vous inscrire en passant par le lien qui est situé dans le menu du site. Ça permet de savoir que vous venez de notre part. Les grandes finales de conférence, ça arrive ce dimanche. On va donc vous présenter ça en détail. On va aussi consacrer une partie de l'émission à vos questions, parce qu'on n'avait pas toujours eu le temps ces derniers temps. Donc on prend vos questions pour terminer tranquillement vers les finales. Et puis évidemment, pronostics et cotes. C'est parti Camille. Messieurs, les finales de conférence sont là. On va traiter ça dans l'ordre dans lequel elles vont se jouer. Et la première, ce sera New England Patriots, Jacksonville Jaguars. Ça aura lieu dimanche à 21h. On décale un petit peu et on précise d'avance, le fauteuil sera donc décalé aussi. Il sera de 20h à 21h. Déjà la 5e fois que ces deux équipes se jouent en play-off. Pas mal pour une franchise des Jaguars qui est née quand même au milieu des années 90. Les Patriots ont gagné 3 des 4 derniers matchs. Ils ont gagné 10 de leurs 11 matchs contre les Jaguars au total. C'est la 7e finale de conférence de suite pour les Patriots. C'est la 3e au total pour les Jaguars, ce qui est quand même déjà très bien aussi pour une franchise qui est née au milieu des années 90. Bon, toutes les stats historiques et d'expérience sont en faveur des Patriots, on ne va pas se mentir. Donc la question est simple, comment les Jaguars peuvent battre les Patriots ? En employant les mêmes moyens qu'ils ont employés pour battre les Steelers la semaine dernière. Ça veut dire une défense qui provoque des turnovers. Non, pas qu'elle se contente de mettre la pression, de bloquer la progression de Tom Brady et de tout son arsenal, mais vraiment les turnovers, c'est ce qui leur a permis de gagner la semaine dernière. Et la même régularité sur le jeu au sol, je pense, qui va libérer Blake Bortles et lui permettre, pourquoi pas, de refaire un match un peu clutch dans les bons moments, comme la semaine dernière, en trouvant pas toujours des passes incroyables, enfin pas tout le match des passes incroyables, mais quand il faut, la bonne passe. Ouais, je suis assez d'accord. Les Patriots vont attendre les Jaguars au sol et en fait je pense que les Jaguars doivent pas éviter ce duel-là. C'est pas la peine de chercher à faire jouer Bortles autrement. Je pense qu'ils doivent relever le défi du jeu au sol. Ça veut dire tes 5 linemen, un fullback, un tight end pour bloquer, quasiment 7 mecs sur la ligne et créer de l'espace pour Fournette et je pense qu'il faut insister au sol, faut le marteler, faut pas hésiter à faire 2-3 courses de suite enchaînées. Parce que je pense qu'ils ne peuvent gagner que comme ça offensivement. En tout cas, ça permettra déjà de manger un peu le chrono, donc de laisser Tom Brady sur le banc, qui reste quand même l'atout numéro 1 des New England Patriots. Et voilà, et je pense qu'ils doivent répondre à ce duel physique au niveau de leur ligne offensive, au niveau du jeu au sol. Et si pas par chance, parce que du coup s'ils arrivent à le faire c'est un peu plus que de la chance, mais en tout cas si ça marche, ils ont une chance d'au moins pouvoir un peu tenir le ballon, avancer et se mettre dans une situation pas trop défavorable. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aller au sol, marteler. Et... Derrick Henry, 28 yards en 12 courses la semaine dernière contre les Patriots. Il a eu du mal après, comme tu dis, il ne faudra pas se décourager. Parce que sa ligne offensive a aussi complètement craqué. C'est vrai. Est-ce que celle des Jaguars va craquer ? Peut-être pas, ça on le verra, j'ai envie de te dire, au cours du match, mais la ligne offensive des Jaguars c'est quand même très très bien tenue face à la ligne défensive des Steelers qui était pourtant la meilleure en termes de pression, etc. S'ils arrivent à s'imposer à nouveau,
ça ouvre des opportunités, quoi. Alors, il y a toujours la défense quand même, la défense des Jaguars, 7 touchdowns défensifs en saison régulière, meilleur de la NFL. 286 yards,1 autorisés, deuxième en NFL. 55 sacs, deuxième dans la ligue, 21 interceptions, deuxième dans la ligue, 33 ballons volés au total, deuxième dans la ligue. Est-ce qu'ils peuvent suffisamment museler les Patriots qui gagnaient 394,2 yards par match, numéro 1 en NFL? Il y a toujours cette arme, j'ai limite envie d'appeler destruction massive, qui est Gronkowski, et qui est peut-être qui est même pas sous-estimé. Tout le monde sait qu'il va être là, tout le monde sait que dans les situations un peu difficiles, Tom Brady va lancer vers lui et que lui va réussir à faire quelque chose. Maintenant, je pense que les Jaguars ont des joueurs pour l'embêter, notamment les deux cornerbacks. Il y a un duel à aller chercher chez les linebackers aussi. Ils ont des joueurs pour lui casser les pieds. Je dis pas qu'ils peuvent l'arrêter, mais s'ils arrivent à empêcher que chaque lancer de Brady vers Gronkowski soit systématiquement une passe réussie et systématiquement un premier down obtenu, ça va pouvoir enrayer un petit peu la machine et forcer Brady à se diriger vers ses autres cibles qui sont pas du tout négligeables non plus, mais qui sont peut-être un peu moins sûrs dans les moments difficiles. Ouais, je pense que les Jaguars doivent peut-être tenter le coup de mettre Jalen Ramsey sur Gronkowski. Faire un homme à homme. Ramsey à la vitesse, le skill ball, enfin la capacité pour embêter Gronkowski. Est-ce qu'il va y arriver? J'en sais rien, mais ils ont peut-être intérêt à faire ça parce que derrière, vu qu'au final, Gronkowski reste le receveur numéro 1 de ses Patriots, donc si tu mets Ramsey sur Gronkowski, tu mets Djiboui sur Cooks ou Amendola, suivant un peu, et après, tes linebackers, à mon sens, les linebackers des Jaguars ont la capacité de pouvoir suivre à la passe et les coureurs des Patriots. Je pense que des Dion Lewis, des Rex Burkhead à la réception ne sont pas forcément gagnants face à Telvin Smith, Miles Jacks, tout comme Amendola. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, par contre, ça va être quand même... pour la défense des Jaguars, c'est un gros défi parce qu'il y a tellement d'armes potentielles dans le play calling offensif des Patriots que les Patriots sont capables de jouer avec deux coureurs qui sont capables de faire des réceptions, le tight end... Enfin, il y a beaucoup de match-up à essayer de trouver, deviner, les lire en avance. Ça va pas être facile, mais en tout cas, je pense que ça va être la partie la plus excitante quand même de ce match, de voir ce duel, quoi. Alors juste pour rappeler les stats défensives aussi des Patriots, tant que je suis dans les défenses, 20e contre la course, parce que vous parliez de Leonard Fournette tout à l'heure, ils ont 114 yards par match, et Fournette et les Jaguars, eux, ont la première attaque au sol de la NFL avec 141 yards par match. Donc il va y avoir vraiment des oppositions de style dans tous les sens, avec cette défense énorme de Jacksonville contre l'attaque des Patriots avec toutes ses cibles. Et puis donc du côté de Jacksonville, on a la grosse course, ça va être la clé. Après, au niveau des facteurs X, est-ce que donc Blake Bortles est le gros facteur X ou pas? Est-ce qu'ils peuvent sinon gagner encore totalement en défense et est-ce que c'est le jeu au sol qui sera la clé? Pour moi, c'est le jeu au sol. Le facteur X des Jaguars, je les vois pas s'imposer autrement qu'avec un gros jeu au sol. Même si Bortles perd pas de ballon, je pense que ça sera pas suffisant. Je suis assez d'accord. En fait, tu es en train de me dire il faut qu'ils fassent une Giants 2007-2008, quoi. C'est-à-dire dominer le temps de possession avec le jeu au sol, massacrer Brady en termes de pression. Et avoir un quarterback qui sort un ou deux exploits en fin de match, quoi. Ouais, c'est ça, mais il faut que la pression en plus soit efficace parce que Brady a des excellentes stats contre le blitz, donc tu peux pas non plus envoyer 6 mecs sur Brady. Il faut vraiment que tes 4 linemen défensifs fassent le boulot, donc Calais Campbell et compagnie. Bon, après, ils ont fait du boulot cette année, Ngakoue, mais ça reste un défi. Ça reste un défi. Un petit mot sur la main de Tom Brady au moment où on vous parle. On n'a pas énormément d'infos, en dehors du fait qu'il n'a pas terminé l'entraînement de mercredi, qu'il a passé des radios qui n'ont pas révélé de dommages et qu'il a sauté sa conférence de presse parce qu'il se faisait soigner. Ouais, ça se comprend. Oui, c'est un peu du bullshit médiatique dans la mesure où... Non, mais je pense que les Patriots le joue un peu là-dessus en faisant semblant de faire croire que peut-être il va être un peu diminué, mais j'y crois pas une seule seconde. Vraiment qu'ils ont besoin de ça? Franchement, je pense qu'ils prennent très au sérieux les Jaguars. Oui, mais je veux dire, après, autant ils ont été connus pour des trucs peu communiqués ou quoi, mais des fausses pistes délibérées dans la presse, c'est pas non plus. Enfin, je les ai rarement. Non, mais je dis pas que Brady s'est pas fait soigner au moment où il a sauté la conférence de presse. Hein, ça c'est sûrement vrai. Je dis juste que voilà, est-ce que du coup ça les arrange pas que tout le monde en parle comme un potentiel, potentielle diminution de Brady. En même temps, ils ont pas trop le choix
que tout le monde en parle, c'est-à-dire que c'est un quintuples vainqueur du Super Bowl qui s'est pris un mec dans la main et qui a passé des radios. Donc dans les faits, ça, on va forcément en parler. C'est pour ça que moi ça me dérange pas plus. C'est comme tu dis, un quintuple vainqueur du Super Bowl. Bon, bah, il s'est fait un peu mal à la main. Quand il y aura besoin, il répondra comme il faut. Non, après c'est quand même la main avec laquelle il lance le ballon, donc je pose la question, c'est pas anodin. Non, mais je on a bien, vu, je suis pas quarterback de haut niveau, mais il en faut peu pour dérégler la machine quand t'es un grand sportif. Donc un problème, on sait pas ce que c'est. Donc est-ce que je sais pas si c'est retourné le doigt, un problème à un tendon ou un truc comme ça. Enfin pour gripper le ballon, on l'a vu, je crois que c'était avec Stafford, c'était pas Stafford l'année dernière. Quand il avait changé 4 fois de gants dans le match. Changé de gants, que la main était un petit peu gonflée, que ça peut quand même être vite très très compliqué quand tu dois lancer un ballon et que c'est un problème à la main. Voilà. Totalement d'accord. Donc après encore une fois, on n'a pas des masses d'infos, donc de toute façon voilà, on peut supposer au moment où on est, mais ce sera pas. Moi, je sais pas. C'est quand même un truc sur lequel il va falloir garder un œil. On le verra. Et de toute façon, la télé américaine ne manquera sûrement pas de faire beaucoup de gros plans pour le chauffement. C'est évident. Donc, on verra toute sa main. On la connaîtra dimanche soir. Juste une petite stat que j'avais vue dans la semaine. Bon, alors, je sais pas pourquoi la stat commence en 1990. Peut-être la création des Jaguars, non? Non, 96. Du coup, je me dis, c'est peut-être à partir de quand ils sont mis à mesurer certaines de ces stats. Mais alors, depuis 90, c'est la 4e fois qu'en playoff, l'attaque numéro 1 à la passe rencontre la défense numéro 1 contre la passe. Ouais. Et le bilan est de 3-0 pour la défense contre la passe. Pour la meilleure défense. Donc là, ce serait les Jaguars en l'occurrence. Donc là, ça serait les Jaguars. Voilà. C'est le 4e affrontement. Et jusque-là, la défense a toujours battu. La défense numéro 1 contre la passe a toujours battu l'attaque numéro 1 contre la passe. Je vais être tatillon, mais t'as pas les exemples par hasard. Oui, il y a Camille qui fait signe, donc il doit y avoir Seahawks Broncos. Je pense qu'il y a le Seahawks Broncos du Super Bowl où c'était fait torcher. Effectivement, il doit y avoir ça. Bon, il y a ça. Je cherche, mais. Bon, après, c'est pareil, pourquoi depuis 90? Est-ce que ça veut dire qu'avant 90, le bilan est à égalité du coup, pour se ressortir la stat Peut-être qu'ils ne mesuraient pas. J'en sais rien. Et sinon, juste parce que là, on tergiverse depuis tout à l'heure sur la date de création des Jaguars, c'est 95. Okay. On est d'accord, je vérifiais. Écoute, je sais pas, j'ai la création 95. Voilà. Je vous donnerai après, éventuellement. Janvier 94, Tom Coughlin est engagé comme le premier. Donc la première saison, c'est 95. Visiblement. Okay. Ouais, 95, première saison, c'est ça. Donc, pronostic. Moi, je pronostique en dernier, je suis dernier. Ah oui, je vous rappelle les scores. Ah oui, n'hésite pas à le faire. Je vous rappelle les scores. Hein. Marcus Williams. Merci beaucoup. Sacré Stéphane. Comment ? Tu veux que je te donne peut-être Non, mais je les ai. Donc 2 points pour moi la semaine dernière, 4 pour Raoul, 4 pour Raphaël, 6 pour Grégory, ce qui nous donne une égalité en tête entre Raphaël et Grégory à 180, Raoul à 165 et moi-même à 163. Donc tout ça, en effet, va se jouer sur le Super Bowl. Ouais, bah, de toute façon, et ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Écoute, on l'a dit, ce scénario dramatique où je vais me retrouver à pronostiquer les Eagles. Ça va être compliqué. Raoul, donc. Moi, je vais avoir du mal à pronostiquer contre les Patriots. Brady aurait vraiment la main pétée, tu vois, j'aurais pu refaire mon retard, j'aurais pris les Jaguars. Non, mais encore, il y a beaucoup d'arguments qui font que ce match-là peut tourner en faveur des Jaguars et je pense que c'est peut-être le match le plus imprévisible des deux, mais je suis quand même obligé de pronostiquer. C'est le plus imprévisible des deux. Oui, parce que les autres, enfin, je dis pas que l'autre est, non, je dis pas que le résultat de l'autre est incertain, mais l'autre on va. Je pense qu'on sait à quoi s'attendre. Tu tes arguments. Je suis pas d'accord non plus, mais. Toujours est-il que ce sera les Patriots. Je sais pas pourquoi vous me faites. Patriots, Raphaël. Ouais, Patriots, même si j'aime bien ce qui se passe autour des Jaguars. Pareil, c'est sur le site qu'il y avait l'article sur ils s'entraînent à recevoir les punts d'un gaucher. Ça prouve qu'il y a vraiment une envie de bien faire du côté de Jaguars, mais ça risque d'être un poil court quand même. Bon, Patriots pour Grégory aussi, et Patriots pour moi-même. Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 2 finalement dans la NFC. Ça se termine là-dessus. L'enjeu est clair pour Minnesota, jouer le Super Bowl à domicile. D'abord, il va falloir gagner en extérieur à Philadelphie, sur une pelouse naturelle qui est parfois un petit peu glissante. 275,9 yards autorisés par match cette saison par la défense des Vikings, c'est la meilleure en NFL. Mais en face, 31 ballons volés par les Eagles. On a 2 très bonnes défenses, mais dans des styles différents en fait. Totalement différents. Celle des Eagles fait beaucoup de turnover, alors que celle des Vikings, et si on la compare aux très grandes défenses historiques, les Bears, les Ravens, de ces grandes époques, fait beaucoup moins de sacs, d'interceptions. Par contre, j'ai vu que les Vikings
n'autorisé que 25% des troisièmes tentatives cette saison, et ce qui les classe très très loin devant historiquement, c'est le meilleur résultat historique, puisque derrière ce sont les Bears de 85 à 32%. Donc il y a quand même, il y a vraiment une vraie différence. Et voilà, c'est le style de ces Vikings cette saison. C'est une défense qui est ultra solide et qui a même pas besoin spécialement de big play pour sortir l'attaque adverse, quoi. Donc ils empêchent juste les autres de progresser, en voilà. fait. Et t'as raison de le dire, il n'y a pas beaucoup de turnover, mais quand tu joues face aux Vikings, il y a tellement de pression, même pas que sur le quarterback, mais sur les receveurs, tout le monde est tellement bien pris en attaque que finalement ça a du mal à progresser. Mike Zimmer a fait un travail mais absolument monstrueux avec cette défense, parce que quand il arrive, la défense des Vikings est dans le top 5, mais dans les derniers de la ligue, que ce soit contre la course ou contre la passe. Je crois même qu'ils sont avant-derniers contre la passe. Et 3 ans après, c'est une défense qui est absolument monstrueuse. Les drafts l'ont bien aidé, parce que les Barrs, Harrison Smith, tout ça a aidé à faire ce truc. Et puis il y a cette capacité à blitzer, ça vient de partout. Harrison Smith peut tout faire, il peut se mettre n'importe où sur le terrain, il sait tout faire en défense. Donc c'est vraiment une défense. Elle est même encore au-dessus de celle des Eagles, qui est déjà très bonne cette saison et qui fait un sacré taf. Bon, il y a encore plus de playmakers à Minnesota, et il y a encore plus de. Ouais, il n'y a pas un Xavier Rhodes et un Harrison Smith à Philadelphie, par exemple. Ouais, sur le backfield défensif, ils sont. C'est surtout là, quoi. Ouais. C'est surtout là que ça se joue. Bon, alors tu as donné beaucoup d'infos sur ces équipes. Est-ce que le facteur X, je vous en propose un, c'est le jeu au sol de Philadelphie? Ça peut, oui, parce que comme Raphaël l'a dit, c'est. Le backfield défensif de Minnesota est hyper fourni, et c'est peut-être là où ils peuvent vouloir éviter de trop se frotter à eux. Ils vont sûrement devoir pendant le match un moment, mais le jeu au sol peut leur faire du bien, peut leur permettre de garder le ballon aussi. L'attaque des Vikings, c'est peut-être pas la plus explosive qu'on ait vue cette saison, mais n'empêche que quand il y a besoin, on voit qu'elle est capable de faire la différence. Et ouais, le jeu au sol, alors avec qui ? Ça va dépendre un peu des situations, vu qu'ils ont le choix entre leur tripoté de coureurs, ils peuvent un peu choisir, mais ouais, il va falloir que tous soient au niveau, ça c'est sûr. Les Eagles gagnent 132,2 yards par match au sol, ils sont 3e cette saison. Les Vikings sont à 122,3, ils sont 7e, donc pour les deux, de toute façon, c'est quand même moteur. Ouais, c'est moteur, parce que c'est deux équipes qui ont construit leur attaque en ayant des doutes sur le quarterback. Bon, alors, pas Vance, du coup, pas forcément Vance, même si après sa première saison, peut-être que les Eagles, au début, ont préféré donner beaucoup de ballons aux coureurs parce qu'ils avaient des petits doutes. 32 courses pour 67 actions contre les Falcons. Ouais, en même temps, contre les Falcons, ouais. Non, mais moi, les deux équipes ont besoin de ça, mais je pense pas que ça va être le facteur X, parce qu'en fait, je vois les deux jeux de course être complètement dominés, être battus. Je pense vraiment que les deux vont galérer comme pas permis. Les Saints s'en sont un peu sortis à la course parce qu'ils ont Alvin Kamara qui était capable de clore autre chose, et je trouve pas que Ajayi ou Blount ait cette capacité à casser des plaquages comme Kamara. Alors dans ce cas-là, si tout le monde est stoppé et que ça tombe sur les quarterbacks, avantage Keenum. Plutôt, oui. Ouais, sur ce qu'il a montré. Et même sur les receveurs. J'allais dire, sur ses receveurs, sur son tight end, les deux se valent. Ouais. Les deux se valent. C'est vrai mais que Thielen et Diggs, j'ai rien contre Alshon Jeffrey, au contraire, mais c'est vrai que ça semble supérieur, Thielen et Diggs. Même Agolor, ou qui tu veux. C'est vrai que Laquan Treadwell, on remarquera qu'ils sont enfin en finale de conférence. L'arrivée de Laquan Treadwell leur a permis quand même. Ça a boosté on l'a toujours dit. On a dit que ce serait son année. C'est vrai. Oui, et puis même les receveurs de Minnesota, pour le coup, en sortie de backfield aussi, peuvent apporter quelque chose. Ouais, c'est sûr que si les jeux au sol sont annihilés, comme tu dis, Raph, moi j'ai tendance à voir Minnesota prendre l'avantage en attaque. Keenum, c'est 67% de passes complétées en saison, 3547 yards, 22 touchdowns, 7 interceptions, 98,3 d'évaluation. Il perd peu de ballons, qu'est-ce qu'il nomme. Et c'est bien ça le problème de Nick Foles. Il a perdu 6 fumbles, dont 2. Il a fait 6 fumbles, dont 2 perdus en saison régulière, et encore 2 autres dans le match de playoff. Et ça, c'est en pas beaucoup de matchs par contre. Parce que en 3 matchs, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est plus compliqué. Et autre truc pour Nick Foles, parce qu'on parle beaucoup de Blake Bortles, il a une fiche de stats qui n'était pas vilaine contre Atlanta, mais en fait, il a tenté que 3 passes de plus de 15 yards. Aucune complétée. Sur la saison, il a 4 sur 21 sur les passes de plus de 15 yards, et la moitié des yards contre Atlanta sont après la réception. Avec gros efforts de ses receveurs. Voilà. Donc ça, c'est pas rassurant non plus, parce que Keenum, lui, a quand même montré un peu plus de variété et de capacité à aller chercher des gains.
Il sera peut-être pas dans un fauteuil tout le match non plus, Nick Foles. Et l'absence de Jason Peters en plus au poste de left tackle. Ouais, après, je pense que là, les deux seront de toute façon, quoi qu'il arrive, sous pression. Les deux quarterbacks, entre le front seven des Eagles et celui des Vikings, à mon avis, ça va quand même mettre l'adversaire sous pression. On a vu que Keenum avait fait quelques erreurs quand même quand il était sous pression face aux Saints la semaine dernière. Il y a aussi, à mon avis, là, une clé pour les Eagles. Après, comme tu dis, je donnerai un peu plus l'avantage sur Keenum parce qu'il a quasiment une saison complète maintenant dans les pattes. Il a montré qu'il savait gérer cette attaque. Le play call offensif est plutôt ingénieux. Et alors, autre argument, 44,6% sur troisième tentative. Les Vikings, tu parlais en défense, mais en attaque, c'est les meilleurs de la NFL sur les conversions en troisième c'est tentative. les meilleurs contre la troisième et c'est les meilleurs sur troisième. C'est incroyable. Et quand on sait l'importance, ça explique pourquoi ils sont en finale de conférence. Je pense que... Après, les Eagles autorisent 32% sur troisième tentative. Ils sont troisième en défense contre la troisième tentative. Donc là aussi, c'est un match-up. Là, clairement, ces stats de troisième tentative, c'est cliché. Voilà, dans toutes les prévues, il y a des clichés. Là, l'importance des troisièmes tentatives dans ce match, elle est énorme. Donc voilà. Ouais, non, comme tu dis, ça va être hyper important. Je donnerais aussi sur un autre point l'avantage aux Vikings sur le coaching. Je pense que Mike Zimmer, le duo Mike Zimmer-Pat Shurmur, je le sens un peu, enfin sur ce qu'il a montré cette saison, un peu quand même au-dessus de Peterson-Schwartz. Qui est quand même pas. Qui reste un bon truc, mais Doug Peterson a des fois quelques errements de coaching. Voilà, je donnerais peut-être l'avantage un peu. Je suis d'accord que Zimmer, c'est pas le genre de type qui va appeler deux temps morts, deux challenge coup sur coup alors qu'il a pas la vidéo, si tu veux. Oui. Par exemple. Non, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de signes en faveur des Vikings. Alors pourquoi toi tu pensais que ce match-là il était plus serré que le Jaguars? Non, justement. Moi, je trouve qu'il le voyait totalement serré. Pourquoi tu penses que celui-là est moins serré que le Jaguars Patriots? J'ai pas dit serré, j'ai dit prévisible. Dans la mesure où je pense que justement, et c'est ce qu'on a dit, on va avoir un match a priori très défensif où l'attaque aérienne qui s'en sort le mieux pourra peut-être tirer son épingle du jeu. Mais... Ah oui, mais il est imprévisible sur le résultat par contre. Oui, sur le résultat, oui. D'accord, c'est le scénario. Mais c'est le scénario la forme que je vois plus prévisible que le Patriots Jaguars qui lui, tout peut exploser à n'importe quel moment dans un sens comme dans l'autre, je pense. D'accord. Je vois moins celui-là le faire. D'accord. Donc match fermé a priori, de toute façon. C'est ce que j'imagine. Ça devrait y ressembler. Ouais. Philadelphie a mis 15 points à Atlanta. On peut se permettre de douter qu'ils en mettent beaucoup plus à Minnesota. Ouais, on peut se permettre. On peut se permettre de douter, clairement. Ils ont un petit avantage sur les équipes spéciales avec Jake Elliott qui est capable de mettre des field goals de 60 yards à l'extérieur, alors que Kay Forbas n'a il faisait plus chaud quand il l'a mis, sans vouloir. Oui, c'est pas la science, mais ça peut jouer. Kay Forbas, il en a jamais mis de plus de 60 yards. Donc Kay Forbas, il est pas très fiable, très loin. Non, mais quand on sait à quoi se joue un match de playoff, l'avantage du kicker peut avoir son importance, surtout dans des équipes qui vont peut-être pas beaucoup avancer. Avoir un mec qui va être capable d'en enchaîner plusieurs de 55 yards. Surtout avec les Vikings. Ouais, la malédiction des kickers des Vikings en playoff. Ça pourrait jouer. Pronostic. Les Vikings. On est à 2 points encore par match. Ouais. Et de toute façon, on fait que ça, non? Ouais. Et non, on avait dit Super Bowl 5. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah, je sais pas, si vous voulez. Raphaël, je crois que tu voulais pas qu'on change. Non, mais quand j'ai compris quand t'as compris qu'on pourrait pas revenir. Quand j'ai fait l'ensemble des calculs, j'ai fait ok, c'est bon, c'est plus mon problème. D'accord, donc Vikings pour Raoul. Vikings aussi, ouais. Vikings pour Grégory, et dans ce cas-là, je vais prendre Philadelphie. Ah oui, bien vu. Au Super Bowl, bien vu. Parce que dans le pire des cas, je prends 4 points de retard et je peux quand même remonter avec le Super Bowl. Ouais. Et au mieux, j'égalise. C'est beau. Ok. Bien vu. Ça sert à rien, finalement. Ça ne sert à rien. Si, parce que je peux jouer le match nul au Super Bowl. Ouais, mais s'il y a match nul, on fait deux gages. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet de maîtriser mon prono du Super Bowl. Si j'égalise. Ouais. Je serais pas obligé d'aller à l'inverse si c'est un truc que je juge totalement déséquilibré. Ouais, mais attention, parce qu'il me semblait qu'on avait si on a dit... égalité, on fait tous les deux le gage, quoi. Ouais, on n'avait pas parlé d'un tiebreaker. Le tableau des playoffs. Et lui, il me semble qu'il avait joué un Super Bowl Patriots Vikings. Hein. Ah merde, j'avais joué Saints. Dans son tableau. J'ai mis les Vikings. Je crois qu'il a le tiebreaker. J'avais mis Saints Patriots. C'est bien que tu sois là jeudi, toi. Je suis piégé. Bon, c'est pas grave, c'est pour le sport comme ça. Voilà, pour le sport. Allez. Philadelphie, et puis comme ça, quelqu'un l'aura mis, et puis on peut espérer une petite surprise. On passe à vos questions. Ouais. Il a pas de jingle qui a mis en stock. Je l'ai pas prévenu assez vite.
Ça fera l'affaire. C'est On un s'en jingle, fout, c'est du monsieur. Rage Against the Machine, ça passe. Oui, c'est toujours accepté. Allez, vos questions, messieurs. On a fait donc une deuxième session de questions pour la semaine parce qu'on n'avait pas envie d'inventer un débat artificiel. Honnêtement, on n'avait pas de débat sous le coude. Donc on a préféré prendre vos questions. N'hésitez pas à en donner aussi sur Facebook Live. J'essaie de les regarder en même temps, mais le stream ne se met pas à jour en même temps. Enfin, les questions ne tombent pas en même temps. À part des gens qui mettent Raoul la honte ce t-shirt, je vois pas énormément de choses. Bah, c'est vrai qu'ils sont mauvais cette année, mais qu'est-ce que tu veux? Go Bruins. Ouais, alors ça, je ne parlerai pas, c'est sauvage. Ouais. C'est l'équipe de Boston qui sont les rivaux historiques Oui, de oui. Montréal. Question peut-être? Allez, vas-y. Soussou qui nous dit salut. On se demandait en début de saison si le fait de jouer à domicile avait de l'impact et cette saison régulière, il y a eu 111 victoires à l'extérieur contre 145 à domicile si mes calculs sont exacts. Qu'en pensez-vous? Que c'est un sport professionnel et qu'on peut gagner à l'extérieur. Pas bête. Les Ouais, divisions- l'écart est pas énorme. Hein. Non, Non, c'est ça me vrai, en choque plus. pas, c'est des pros. Moi, je suis assez d'accord. Les divisions NFC ont toutes vaincu leur division AFC. Le Super Bowl est-il promis au vainqueur de Vikes Eagles? Les divisions. Toutes les les divisions oppositions de NFC division. ont eu un meilleur bilan quand tu compares, tu sais, les divisions qui s'affrontent entre elles. Ah, tu fais les oui, résultats d'accord. de la NFC Ouais. contre les résultats de la AFC. Ok, Tu as ok. une meilleure fiche pour la Ok. NFC. Est-ce que donc le vainqueur de Eagles Vikings sera champion cette année? Bah non, c'est le Super Bowl. Je suis d'accord. J'en mettrais pas même En un. plus que la meilleure équipe est en AFC. Donc, Oui, je mettrais pas même un là-dessus. Question de Gold Rush Black Stripes. Hello, comment voyez-vous l'avenir de Deshaun Jackson à Tampa Bay? Bah, à mon Rigolo. Court. avis- Ouais, je serais pas étonné Rigolo. qu'il parte. Hein. Il a fait une interview là où on l'a mis sur le site où il disait il faut que Jameis Winston soit lui-même. Eh bah purée. C'est peut-être pas la meilleure idée ça. déjà qu'il est lui-même en dehors du terrain, alors s'il commence à l'être sur le terrain, on est mal barré. Bon, question de Sylvain M. Je copie-colle mes remarques de mardi. Plusieurs stats remarques en vrac. Bortles a-t-il les pires stats d'un quarterback d'une équipe ayant marqué 45 points? Difficile de croire que Ben a perdu avec de telles stats. Sûrement, après, il faut remonter. Hein, Ouais. donc il y en aura sûrement un ou deux. 3 des 4 équipes en finale de conférence n'étaient pas en playoff l'an passé. Ces trois équipes n'ont ni gagné de Super Bowl, ni eu un bilan positif la saison dernière. Vikings 8-8, Eagles 7-9, Jaguars 3-13. Alors, je Ouais, crois ça. que c'est la première fois depuis 2008, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 3 équipes qui n'étaient pas en playoff l'année dernière en finale de conférence. Ça fait du Et qui renouvellement. avait un bilan, qui avait pas un bilan positif. Ah, qui n'avait pas un bilan positif, ça, je sais pas. Non, mais c'est fort mais quoi. J'avais eu la stat, je crois que pour les 3 équipes qui n'étaient pas en playoff et qui se retrouvent Bah, en finale de pour le conf, coup, c'était toujours C'est depuis vraiment 2008. les Jaguars le plus incroyable ça. dans cette histoire parce que les Vikings à 8-8, les Eagles. Tu sais qu'à 8-8, ça veut dire qu'à un ou deux petites oui. erreurs, tu avais un bilan Les positif. Eagles avec Carson Wentz qui Ouais. était rookie, enfin il y avait un truc. Mais les voilà. Jaguars passaient de. Si Je les, sais pas, c'est énorme. si les Jaguars arrivent au Super Bowl, serait-ce l'équipe avec le bilan précédent 3-13 le plus faible avant d'arriver au Super Bowl? Je crois que non, puisque quelqu'un dit que les Panthers avaient fait mieux l'année où ils y vont avec Jake Delhomme dans la foulée. Je Ils peux pas étaient vous genre dire. à 2 l'année d'avant ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est C'est pas impossible. cela Et dit. puis je rajouterais que je lis pas mal de Everyone But the Patriots chez les Ricains, nous dit Sylvain M. Je Ouais. crois qu'il n'y a pas que chez les Ricains, à mon avis. si je peux me permettre. C'est un sentiment un peu général. Allez, question suivante. Question de Dirty Fighter. Pouvez-vous nous faire votre Dream Team à partir des 4 équipes encore en lice à 11 en attaque et à 11 en défense? C'est con en plus, j'avais lu la question et je l'avais préparée et je l'ai oublié. Ah. J'ai oublié la fiche. Ah, c'est vraiment dommage. En défense. Attends, on va faire attaque ou défense. Je vous fais une depth chart pour vous donner Attends, les ports, les attaque, postes. attaque, Bon, quarterback, attaque, Tom Brady. on est tous d'accord. C'est sûr. Coureur, Fournette. Coureur Léonard Fournette, ça me paraît assez Fournette. évident. Receveur. Receveur. En attaque, bah tu prends forcément. Moi je prendrais Thielen quand même. Moi, j'irais sur Thielen Diggs en fait. Thielen ouais. Diggs. Et tu peux pourquoi pas Thielen rajouter Diggs. un petit Si tu fais un Amendola flex, ou- Bah, et le Gronk en TD. Quoi. En Et le Gronk en TD. tight end, Gronk en c'est tight sûr. end. On prend une ligne offensive. Ouais, une ligne, ouais. Bah, sinon, en vrai, tu prends en tackle, tu prends Peter Lane Johnson. Ouais, mais Peter, Peter s'est blessé. Ouais, mais on va dire de Bon, manière mettons, générale, on peut. Tu prends les extérieurs des Eagles, le tu prends centre le des centre Eagles, des Kelsey- le centre des Eagles et les Kelsey, deux ouais. gardes des Jaguars. Ouais, je partirais sur ceux des Vikings. mais Ouais, bon, oui. Voilà, Ok. après. Bon, l'attaque c'est à peu près ça. L'attaque, on est pas mal, on a tout. Vous Ouais, voulez un je fullback ou... Non, ça va. Et en et la défense, défense. Alors, Euh, défense. On part sur une 4-3. Oui, Allez, je préfère les Allez, 4-3. En 2 defensive end, Calais Campbell Ouais, et Calais Campbell, c'est pas mal. Everson Everson Griffin. Everson Griffin, Ouais. ouais, je l'ai sous les yeux. Ensuite, en defensive tackle, Fletcher Cox. Ça, c'est obligatoire. Je partirais peut-être sur Linval Joseph. Oui.
Oui, Des Vikings. Joseph, c'est bien. Donc derrière, 3 linebackers. 3 linebackers, tu prends forcément des Vikings. Il y a Kendricks et Barr. Moi, je prendrais Barr. Ouais, Barr, c'est sûr. On s'en fout de middle, extérieur, inside. On prend un trio. Barr, Telvin Smith et allez, Donta Hightower s'il est là. J'allais dire, ouais, Donta Hightower. Ouais, s'il avait été Voilà, là. on fait un petit trio comme ça, c'est pas mal. Oh putain, ça cartonne. Ça fait mal, ça. À l'arrière, donc t'as Xavier Rhodes et Harrison Smith, non? Oui. Tu prends personne des. Si, tu fais Xavier Rhodes et Ramsey en Ramsey, cornerback. ouais, c'est ça, ouais. Ramsey, ouais. Et Harrison tu prends Smith en Ramsey, quand même. safety avec. Bon, bah tout seul, Tu fais jouer déjà les trois. Tu les fais jouer en nickelback. Si, avec Malcolm Jenkins, le safety des Eagles. Oui, pas mal. Franchement, c'était une défense. Putain, comme là, ça. c'est pas régales, pas un Pro Bowl qu'il faut faire, c'est ça en fait. Franchement, Tu fais un drive cette équipe contre cette équipe. Si t'as Rhodes et Ramsey avec Harrison Smith derrière, je pense qu'ils devraient même pas avoir le droit d'avoir un safety en plus. Juste ces trois-là, ça suffit pour la couverture. Ouais, enfin même la ligne, le front seven de devant déjà, faut que les mecs ils dépassent Hightower. Ça commence à être un peu violent. Raphaël, t'en avais une? Ouais, question de Zappa 13009. Salut, votre coach de l'année, Zimmer, Peterson, Doug Marrone, Bill Belichick, McVay ou autre? J'aime bien autre. Si on prend que la saison régulière, moi je vais quand même garder McVay. Parce que Marrone et les Jaguars, c'est vrai que c'est incroyable. Mais c'est en playoff que je trouve qu'ils ont été encore plus impressionnants. Alors que les Rams, certes, ils perdent tout de suite en playoff, mais sur la saison, sur la progression et ce qu'on attendait pas forcément d'un coach aussi jeune avec un quarterback aussi jeune, moi je trouve que ça mérite récompense. Moi je dirais Bill Belichick, mais je pense qu'il l'aura pas parce qu'en fait c'est devenu comme Popovich. Et du coup Peterson, parce qu'au final il a le meilleur bilan de la NFC, il avait un quarterback en deuxième année, je vois pas en quoi c'est moins glorieux que McVay en fait. Moi je dis Zimmer pour les blessures. Ou Zimmer, pour le next guy, le remplaçant du remplaçant. Je pense que Pat Shurmur a une grande chance d'être. Maintenant, il y a des trophées pour coordinateur. Ouais, depuis 2 ans, il y a des trophées pour les coordinateurs. À mon avis, Shurmur va. Je fais une petite volée de questions qui sont sur le chat. Selon vous, laquelle de ces 3 équipes, Vikings, Saints, Eagles, réussira le mieux à garder son niveau de cette année, l'année prochaine donc? Je dirais les Eagles quand Van sera là, parce que les Vikings on sait pas qui sera quarterback finalement. Franchement les trois, moi je les vois pas particulièrement baisser de niveau les non trois. Pas baisser, mais si on en choisit une, moi je prends Eagles. Vu la défense de Vikings et Eagles et en plus les Eagles sont quarterback, s'il revient en bonne forme, les plus susceptibles à tomber ce seraient les Saints, parce qu'en plus ils sont dans une division où il y a quand même des équipes qui peuvent être bonnes quand elles ont envie, donc c'est ça qui joue quand elles ont envie. Peut-être ça. Est-ce que Raoul s'est fait une note avec les meilleures adresses à Minneapolis, demande Constant? Non, pas encore, il faut que je fasse ça. Prêt voilà. Non, je vais essayer d'aller à la maison natale de Marshall Erickson. Je sais pas si elle existe vraiment, mais oui, Mathieu Moser, Marshall Erickson. Ah oui, mais il vit pas à Minneapolis dans la série. Il doit pas vivre très loin. Il vit pas à Saint Cloud, Minnesota, il dit non, Saint Cloud. Ouais. Ah, peut-être. Je ferai un tour. Je louerai une voiture. Il vaut mieux aller voir Prince, on est d'accord. Ouais, je pensais que tu me parlerais. Il y a Quentin qui demande les ventes pour Londres, c'est quand? Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous poser la question, mais on n'a pas la réponse, sinon on vous la donnerait et on le mettrait sur le site. Il y a des renouvellements de season ticket à partir du 30 janvier. Ça a été annoncé à 16h. Tu crois ou... Non, ça a été annoncé à 16h, mais c'est vrai que je travaillais encore. Ça a été annoncé à 16h aujourd'hui? Oui. Ah bon, je l'ai pas eu. Il y a quelqu'un qui a mal fait ça. Mais renouvellement de season ticket, ça veut dire si tu l'as acheté l'an dernier, tu peux en racheter un cette saison. Ouais, mais c'est que pour les 2 Wembley. Mais si t'en prends un, t'auras la priorité pour le match pour Tottenham. Maintenant juste pour acheter un ticket maintenant. Moi, je vais vous dire, j'ai fait ce métier-là pour être accrédité, juste pour ne pas avoir à acheter les billets parce que j'y arrivais pas. Je me suis dit 4 ans d'études, 10 ans de boulot et enfin j'ai réussi à avoir une place. Pas mal. Tout était pour ça. Je regarde juste s'il y avait voilà. Bon, je vais remonter un petit peu au fur et à mesure. Et sinon, donc, j'avais une question en papier. Giants Manman qui disait: salut la team, question règlement. Stéphane Diggs passe la ligne de touchdown alors que le chrono est à 0 secondes. Cela veut dire que même si le chrono finit à 0, dès que l'action est engagée, à part une perte de balle ou une non-réception, elle peut se finir et tout sera validé. Oui. C'est l'intérêt. Voilà. Il faut qu'il y ait le snap avant 0. C'est tout. Voilà, c'est juste ça. Après, tu peux faire 50 latérales. Oui, c'est pour ça qu'à la fin, ils font des latérales tout le temps. Exactement. Cette règle est très bien car elle implique une dramaturgie au match. Mais vous, quelle règle inventeriez-vous et où changeriez-vous pour rendre les matchs encore plus dingues ou intenses? Y avez-vous déjà pensé? Oui, on a déjà pensé, mais à chaque fois. On avait dit un truc sur les réceptions, je crois déjà, genre facilité à mort. Si c'est sympa, on valide la réception.
Mais déjà, il faudrait autoriser les challenges dans les 2 dernières minutes parce que. J'ai entendu, ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout réaliste, mais j'ai entendu un sketch il y a quelques temps d'un humoriste américain qui s'appelle Daniel Tosh et que je vous recommande, je crois que je t'avais fait écouter une fois dans le bureau, Raphaël, et qui disait que de toute façon les sportifs ne devraient pas prendre leur retraite et que ce serait encore plus drôle, et il disait imaginez un mec de 70 ans qui essaie de retourner un punt et qui explose au contact avec il aurait une morning du snow. C'est pas con. Ce serait donc je propose qu'il n'y ait jamais de retraite et qu'on force des joueurs à jouer encore. Voilà. Et à 70 piges, tu vois, t'as le ballon qui t'arrive dans les mains et tu te démerdes, quoi. Pas bête. Et sinon, PS, pour le gage des pronos, je réitère ma proposition, un bon pétage de Bills à la table bien bourré, et c'est le gagnant des pronos qui fracasse le perdant sur la table. Pour éviter toute douleur, précasser un peu la table pour rendre le gage réaliste, éviter la bonne table en chaîne massive de mamie. Oui. C'est une question de Giants Madman, qui en l'occurrence porte bien son nom. Moi, j'ai dit que j'étais pas forcément contre la table. Il faut trouver la table en question. Ça peut se trouver... Les tables en plastique. Camille, l'autre jour, t'as pas eu tout un lot de tables en plastique chez toi ou je sais pas quoi? Ouais, parce qu'on a déjà précisé que la table du studio avait été trop chère et celle-là, trop compliquée à monter. C'est impossible, on va te faire la casser. Je sais pas. Non, mais il faut une petite table en plastique et tu scies un petit peu de façon à ce que ça tienne, mais que si tu montes dessus, ça casse quoi. Donc t'as même pas besoin de faire mal. Je sais pas, j'ai des vieux os maintenant. Je sais pas comment je. Mais t'as peut-être pas encore perdu. J'encaisserai la chute. Déjà, t'as peut-être pas perdu. Non, visiblement au tiebreaker, je suis déjà. Ouais, non, mais l'inverse, c'est que je suis pris pour. Bref. Raoul. Sensky Aka qui nous dit Hello TDA, je me suis posé une question. On sait que les joueurs n'habitent pas spécialement dans la ville de leur équipe. Par exemple, je vois mal les joueurs des Packers habiter à Green Bay. Alors, comment faut-il durant la saison pour s'entraîner tous les jours? Ils louent, achètent une autre maison, une chambre d'hôtel. Ils ont des installations prévues pour ceux qui veulent. Ils conduisent 3-4 heures chaque matin. Merci pour votre boulot. Je pense que la réponse est très très simple. Ils sont pleins de thunes, donc ils peuvent avoir 2 maisons en fait. Une pour ou un chauffeur. Non, mais il y en a qui conduisent. Tu en as plusieurs. Après, Rivers, c'est extrême. Je croyais que tu parlais de Philippe Rivers. Non, pas forcément Rivers, mais regarde, par exemple, Fournette qui a eu un accident l'autre fois, c'était en rentrant de l'entraînement. Oui, mais après, ça peut arriver. Mais parce que les Américains, conduire 1 heure, c'est pas un problème. La voiture, c'est quand même. Ils habitent pas la ville, ils habitent la banlieue, mais la banlieue aux États-Unis, ça peut être. Ils habitent pas très loin. Après, les mecs habitent à Los Angeles ou à Miami où ils veulent pendant l'intersaison, mais en général, ils ont de quoi se payer ou de se louer une petite baraque. Je pense qu'à Green Bay, le prix de la location doit pas être énorme de toute façon. Puis une petite baraque, c'est relatif du coup. Oui, en plus, non mais voilà. Donc, et puis les Américains ont quand même des grandes superficies en général. C'est pas tout à fait les mêmes constructions. Donc oui, non, enfin encore une fois, je pense qu'ils peuvent se louer et ils vivent où ils veulent pendant l'intersaison, mais pendant l'année, ils vivent pas très très loin du centre d'entraînement non plus, quoi. Après, Rivers, c'est une exception, mais quand il va être transféré à New York, ça va piquer quand même. Ce sera un peu compliqué, ouais. Bon alors, j'ai fait 2 jours de route. Ah, l'entraînement est fini? Ah bon, moi, salut. Question suivante, Raphaël. Question de Zappa. Salut, votre promesse pour l'avenir de l'année. Ah bon, quel est le joueur plus prometteur? Deshaun Watson, Jimmy Garoppolo, Alvin Kamara. Qui aura la meilleure carrière de ces 3-là? Ouais, on va dire. Alors, Watson, en 2, Garoppolo, Kamara. Et Kamara, Garoppolo. Watson. Je fais une Grégory Richard, je prends le pur passeur. Kamara, allez. Tout le monde en a pour tout le monde. Rob Bears, suivez-vous la NCAA? Si oui, quelle est votre équipe universitaire préférée? Enfin, question perso, quelle est votre plus longue période d'affilée passée aux USA et où? Alors, NCAA, on va laisser Raphaël répondre. Non, mais je comprends tout à fait qu'on puisse s'y intéresser. Moi, je vais faire une confession parce qu'il ne faut jamais mentir aux auditeurs. Je ne suis plus depuis que je suis plus payé pour le faire. Voilà. C'est vrai aussi. Jamais les gens responsables l'entendent. Écoute, voilà, je suivais, je préparais bien mes matchs. C'est vrai que là, cette année, voilà, je fais plus et j'ai pas eu le temps. Ça prend du temps déjà de suivre la NFL si on peut suivre toute la NCAA. C'est ça. Donc là, non, j'ai un peu lâché. Et si, par contre, je supporte Michigan. Je suis un peu, parce qu'il y a gêné par le système universitaire. Jim Harbaugh, le Fab Five, il y a une histoire quand même. Parce qu'il y a le Fab Five au basket. Je sais pas ce que c'est. La première équipe de basket où ils alignaient 5 freshmen dans la même équipe avec Jalen Rose, Chris Webber, Juwan Howard, et j'ai un trou sur le nom des. Il y en a un qui s'appelait King, je crois, et j'ai un trou sur le 5e. Super documentaire ESPN. Je recommande. Voilà. Donc Michigan, grosse fac de basket et de foot US. Période plus longue passée d'affilée aux USA. Moi, j'ai été une semaine, une fois, en 2012. Voilà. Raphaël, t'es allé au Super Bowl l'an dernier? Ouais, et j'avais fait 2 semaines à New York avant. Moi, le plus long, du coup, ça devait être quand j'étais allé sur les finales NBA 2011. Parce que, du coup, j'avais dû faire une dizaine de jours.
à Dallas et Miami. Parce que non, Phoenix, j'étais resté un tout petit peu moins longtemps. J'avais fait le Pro Bowl, mais j'étais arrivé la veille du Pro Bowl, donc j'avais dû faire 8-9 jours pareil. Donc voilà. Question suivante, Raoul. Ours Sport Production qui nous dit: avec le miracle de Minnesota et la victoire impensable des Jags, vous ne pensez pas que si Julio Jones catchait le dernier lancer de Ryan, on aurait vécu le Divisional Week le plus fou de l'histoire? Ah bah là, moi je pense que c'est déjà plus ou moins le cas. Bon. Après, c'est toujours dur de dire de l'histoire. Ouais, J'étais pas ouais, dans 73 pour regarder. On a eu un dimanche en tout cas hallucinant. On a eu un très beau dimanche. Ouais. Et c'est déjà très bien. Oui. Voilà. Raphaël, ne soyons pas dans l'immédiateté. Question de Jean Bassoncourt, notre fameux ami. Elle est bien celle-là. Bon Jean. Alors, votre top 3 des grandes gueules de la NFL, grandes gueules mais sympa au fond, pas les bad boys genre Aqib Talib. Donc il cite par exemple Sherman, Ramsey. Est-ce qu'on a d'autres idées en tête? Moi, j'aime bien, ou Ramsey, oui. Sherman, c'est bien aussi. Ouais, Sherman, c'est pas pas Martellus, Michael Bennett. Oh, les deux. Hein. Les deux d'ailleurs, Ouais, les deux. pas mal. Les deux sont pas mal. Qui blablate un peu. Gronkowski, il est un peu grande gueule ou pas? Oh non, ça reste gentil. Ouais, non, mais. Bon, je l'ai pas trop. Il est gentil, mais j'ai pas. Le defensive tackle des Jaguars, Menelik Jackson, a l'air pas trop mal parce que il a son dégommé coup les Steelers, là. son coup de filer nouveaux vidéos. Market King. Ah bah oui, marketing. Bien Aussi. sûr. C'est vrai que ça s'est un peu dissipé cette année. Hein. Ouais, puis il est un peu sur la fin, il est un peu Aigri. Question de Jujubé38. Alors une question essentielle. Ah, j'adore. Raoul a récidivé en sortant sa blague sur McCaffrey qui a fait tout, et même le café, il y a 15 jours sur Twitter. J'ai des screens à disposition si vous voulez. Êtes-vous encore solidaire de Raoul? Il serait peut-être temps de penser à lui infliger des sanctions en cas de blague et jeux de mots dignes de Laurent Ruquier. Oh la violence. Ouais, Je suis censé répondre quelque chose. McCaffrey, ouais. Bon, moi j'aime bien. Et je peux dire qu'avec Nagui l'an prochain, je suis pas prêt de me c'est calmer. important d'aimer son humour. Ça, par contre, Ah on oui, peut pas te alors le là, retirer. vraiment, moi C'est bon. je Ah zéro ouais, problème. je veux dire, Ça va, je fais pas que des blagues de merde. Je Mais fais non. parfois des rigolotes. Une question sur le chat pour Camille. Combien de fois Camille s'est fait toucher la barbe et combien de pintes a-t-il gagné au Hard Rock Café dimanche? Aucune. Zéro. Personne n'a J'étais osé très toucher déçu. la barbe. J'étais très déçu. Ils ont peut-être pas compris la bonne histoire de barbe alors. C'était qui? C'est moi Moi je crois, non. Non, bah t'en avais lu une papier. Vas-y, allez. Flo Raiders, je suis triste pour Jack Del Rio. Va-t-il retrouver selon vous un poste? Comment se fait-il qu'aucune équipe ne semble s'intéresser à lui alors que son bilan avec les Raiders, bien que pas flamboyant, n'a rien du tout à envier à d'autres head coach en place actuellement? Bah voilà. Non, mais je veux dire, son bilan est pas brillant. Il n'y a pas spécialement d'équipe. Les équipes actuellement qui cherchent un coach essayent soit de trouver une future pépite, soit d'avoir un mec un peu plus talentueux que Del Rio. Voilà. Clairement, le raisonnement est rarement. Si on prenait un mec qui a un bilan pas brillant, mais pas trop mal. Voilà, c'est Ouais, ça. surtout Enfin, je veux dire, il a un bilan pas trop, enfin pas brillant mais pas trop mal. N'empêche qu'avec cette équipe-là, il aurait dû faire mieux, donc ça plaide pas forcément en sa faveur. Aussi. Aussi. S'il avait été avec les Browns, ok, mais là. Et bim, dans ta face, Jack Del Allez, Rio. dans ces 4 dernières années, il y a 3 énormes défenses: Jaguars, Vikings, Eagles, équipe pas. Non, la pas réponse est non. une Non, grosse puis, attaque. Je sais ce que ça va. Non, mais on oublie bien trop que la défense des Patriots, c'est très très bonne. Oui, Mais il y a toi qui sais, mais moi j'ai même pas eu le temps de la Non, mais finir la question. Je sais où ça va, on en a eu plein mardi ça. Est-ce que c'est une preuve qu'il faut tout miser sur la défense pour aller Non. loin en playoff? Les Patriots Non. peuvent-ils survivre face à ces défenses, même Oui. avec Tom Brady blessé, Oui. Martial Marty? La C'est la réponse est non. preuve qu'il faut tout miser sur la défense pour aller en playoff. Et Tom Brady sera la preuve qu'il faut avoir un quarterback pour gagner les playoffs. Voilà, donc il faut avoir les deux. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Évidemment. Ouais, dit comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bah, attends, il y a quelqu'un sur le chat qui nous demandait. Je voudrais pas le switcher le nom. Il y a quelqu'un qui parlait de mettre Aaron Rodgers aux Jaguars. Évidemment. Ça aurait Ouais, du bah dit potentiel. comme ça. Ouais, Je serais content. Ouais, ça- Le pire, c'est qu'ils ont le salary cap dans les faits. ouais, mais après. Ils doivent le couper ou pas, les Packers, finalement? Mais non. Bon, bah alors. Ouais, Ça, ce serait la bombe. si t'es les Packers, c'est qu'on te dit 5 premiers tours de draft. Pour Rodgers, bah tu les prends. Surtout que les Packers, ils adorent ça. Il a 32 ans. Hein. Les Packers, ils se font fous des tours de draft, ils seraient capables. Franchement, 5 premiers tours de draft, tu commences vraiment à réfléchir, même si c'est Rodgers au final. Hein. Tu l'envoies en Floride, Je veux dire, c'est sympa. Je veux ah dire, bah, bon, attends. il sera content. Tu commences à. Ah, mais tu t'imagines. Heureusement que c'est plus Ted Thompson, hein, parce que là. 5 premiers tours de draft. Là, il y a un mec qui l'appelait comme ça. Je pense qu'il Oh. commençait à transpirer, à se poser des questions. Hein. Bah, t'imagines? Ah bah. 5 premiers Le tours. mec se serait imaginé tous les right guards qu'il aurait pu sélectionner. Bon, après, le problème, c'est que ça risque d'être que des tours vers 30, parce qu'avec cette défense et Aaron Rodgers, tu risques C'est d'avoir vrai. des très hauts choix quand même. C'est vrai aussi. Donc, que tu peux échanger ensuite.
C'est ça que tu trade down. Tu peux faire des trade-up, des trade-down, tu peux tout faire. Deux deuxième tour. Ah ouais, non, là, tu fais une équipe incroyable. Bon. Question de Clint Eastwood. À l'instar du duel False Kinum de ces finales, quelle est votre prédiction totalement folle pour la saison prochaine? Il nous en propose un, par exemple. Un duel Hackenberg-Macaron, par exemple. Là, ça va loin. Hackenberg, il va jamais mettre les pieds sur un terrain. L'an prochain, qu'est-ce que ça pourrait être? Déjà, franchement... Si Luck est en finale l'an prochain, en playoff l'an prochain. J'allais dire déjà un Winston contre quelqu'un. Je vois Winston en AFC. Winston Mariota. NFC. Mariota, ce serait pas si ouf que ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça serait un peu moins beau, un Super Bowl Winston Mariota quand même. Il nous dit un mec qui vient de nulle part. Alors, attends, je vais regarder le classement en AFC par exemple. Ou un Winston Tyrod Taylor, tu vois. Deshaun Watson. Non, même pas du coup. Ou un Winston Tannehill. Qui revient de blessure. Tannehill, ça serait incroyable. Les deux équipes floridiennes. En plus, ça doit se jouer en Floride, non, l'an prochain? C'est pas Miami? Ah non, c'est Atlanta. Non, c'est Atlanta l'an prochain. Non, mais c'est ça. Un Winston Tannehill. Eh bah, allez, il me fait pas. Pourquoi pas? Il me fait pas spécialement rêver celui-là. Ah non, pas vraiment, non. D'une pierre deux Coubertin, beaucoup de spéculation pour le match Jaguars-Patriots. Les équipes spéciales ne vont-elles pas finalement peser énormément sur ce match? Peut-être. Si. Mais les équipes spéciales pèsent toujours sur un match positivement ou négativement. Boba Fett tes tartines. Salut les gars. Celle-là elle est bien. Moi aussi. Et vous êtes bons cette année. Quelle est la différence précisément entre une défense 3-4 et une 4-3? C'est qu'il y a soit 3. C'est que les chiffres sont inversés. Voilà. Soit sinon, il n'y a rien qui change. 3 linemen et 4 linebackers ou l'inverse. On donne toujours le 3 les linemen devant et 4 les linebackers derrière. Premier chiffre, la ligne. Deuxième chiffre, il y a des variations. Mais puis parce qu'en plus, du coup, les linebackers sont un peu. Oui, mais dans l'idée, c'est ça. Alors, pour lui situer, peut-être dire aussi que la 4-3, c'est censé être la situation la plus traditionnelle, entre guillemets, et que la 3-4 perce plus ces dernières années quand même, parce qu'il y a un peu plus de variété au niveau des possibilités de pass rush. Et parce que les linebackers ont pas forcément les mêmes dimensions, les linemen non plus, les linemen deviennent plus athlétiques, donc limite deviennent des linebackers, enfin bref. Et on parle beaucoup du départ des deux assistants coach des Patriots, est-ce que ça peut avoir un vrai impact, ou tant que Bill sera là, tout ira? Non, ça va y avoir du turnover comme il y en a toujours eu, ils s'en remettront. C'était quoi le staff quand ils gagnent en 2002? Aucune idée. Il y a Charlie Weiss et je sais plus qui derrière. Je crois que c'est Charlie Weiss. Je pense qu'ils vont en survivre. Oui. Ça va, ils ont quoi faire. Et puis McDaniels, il était déjà parti une fois. Hein. C'est vrai. Et ils sont sortis sans lui. Et puis il est revenu la queue entre les jambes. Exactement. Après, ça peut arriver à tout le monde, une première expérience de coach ratée, on va pas non plus. J'arrive pas à trouver le coaching staff de la première année, c'est un bon. Du premier titre. C'était Roméo Crennel. Qui derrière en head coach a été mauvais, mais qui et donc Charlie Weiss, j'avais bon pour le coordinateur offensif, qui est parti à Notre-Dame, je crois, après, et qui s'est un peu paumé. De toute façon, mais il me semblait avoir lu que l'arbre de coaching de Bill Belichick est pas catastrophe. Terrible, je vais pas dire catastrophe. C'est pas celui de Bill Parcells, parce qu'après il y avait eu Eric Mangini, coordinateur défensif, qui était parti coacher les Jets où c'était pas bien passé, et les Browns où c'était encore moins bien passé. Crennel, tu l'avais dit, il est aussi allé aux Browns et ça s'était pas bien passé. Après les mecs vont aux Browns, ça aide pas. C'est vrai. Je sais pas ce fétiche des mecs de se barrer. Il y a un petit problème. Mais attends, je vais essayer de trouver le Belichick coaching tree. Je vous laisse poser la question. Moi j'ai encore Jean Basson-Cou qui nous dit rétrospectivement la liste des 5 premiers de la draft 2016 a une sacrée gueule. Jared Goff, Carson Wentz, Joey Bosa, Ezekiel Elliott, Jalen Ramsey. A-t-il eu mieux par le passé? Je sais pas, mais c'est vrai que pour une fois, dans les 5 premiers, t'as toujours des types un peu chelous et qui finalement font rien du tout. Là, c'est vrai que les 5 années où ils prennent Luke Joeckel, Eric Fisher. Ouais, c'est exactement ça que je pensais. Et là, c'est vrai que les 5 sont très haut niveau, pas loin d'être parmi les meilleurs joueurs de leurs équipes. Alors, 7 des assistants coach de Bill Belichick sont devenus head coach. Roméo Crennel, Browns 2005-2008 et Chiefs 2011-2012. On l'avait oublié, j'avais oublié les Chiefs. Al Gros aux Jets en 2000. Je ne sais pas qui est cet homme, mais visiblement il en est parvenu. Non plus, ils savent pas qui c'est. Il a 73 piges, Al Gros. Il a fait qu'une saison aux Jets. Après, il est parti à Virginia et ensuite il a été coordinateur défensif de Georgia Tech. Donc ça n'a pas été une franche réussite visiblement. 9-7 son bilan avec les Jets. Bon, pourtant. C'était pas. Josh McDaniels, donc Broncos 2009-2010, Eric Mangini, Jets 2006-2008, Browns 2009-2010, Nick Saban, Dolphins 2005-2006 et depuis c'est l'empereur de Alabama.
Ouais. Jim Schwartz. Mais du coup, contexte différent. Donc c'est quand même très. Jim Schwartz, il est passé par les Lions de 2009 à 2013, donc il vient de Bill Belichick et Bill O'Brien qu'on avait oublié. C'est lui qui a été le coordinateur offensif dans l'intérim de McDaniels. Donc 2014 présent au Texans. C'est pas une grande réussite. Et il en a envoyé donc il a envoyé Kirk Ferentz à Iowa en universitaire, Patty à Fresno State, Bill O'Brien est passé par Penn State, Nick Saban par Michigan State et Bama, Charlie Weiss Notre-Dame et Pete Mangurian à Columbia. Parce que c'était important de mentionner Pete Mangurian. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas Bill Parcells, quoi. Ah oui, non, c'est pas tout à fait bon. Après, quand dans l'arbre de Bill Parcells, il y a Bill Belichick, donc du coup. Puis il y a 50 mecs aussi dans l'arbre de Bill. Mais il y a Zimmer, il y a Sean Payton. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'ai vu que Todd Haley avait bossé avec qui aux Cowboys dans les années 90, je voyais ça, qu'ils étaient prêts à l'embaucher justement là. Ça remonte tellement loin ces mecs-là. Qui vient de virer son coordinateur? Les Jets. Ouais. Et je crois que Todd Haley aurait bossé avec Bowles ou un truc comme ça. Ça me paraît. Attends, j'ai un trou parce que Bowles, ça fait pas longtemps. Mais Todd Haley était head coach de qui avant de devenir des Chiefs? C'était naze aussi. Ah oui. Lui, la gestion de l'effectif, ça avait été une cata. Je me rappelle, il avait blessé des joueurs en pré-saison. Il avait un sacré. Il voulait faire le dur et tout, mais en fait, ça tournait au n'importe quoi. Je me rappelle cette année-là sur le site, c'était devenu un peu une blague. C'était avant certains autres. Alors, il a bossé à Dallas entre 2005 et 2007, Todd Haley. Je sais plus. J'ai vu qu'il avait été contemporain d'un des coachs et je me rappelle plus de qui. Et ça m'avait. Non, je vais dire une bêtise. Je sais plus. Je sais plus. Allez, une question chacun et puis on est bon. Je lance. Allez. Vas-y. Honoris, il est un peu tôt pour en parler, mais quel free agent voyez-vous quitter leur club cette année? Si bien sûr ils ne sont pas tagués, je vous donne les noms, vous me dites oui ou non. Drew Brees, bon il reste. Non, il reste. Kirk Cousins, ça bouge. Oui. Sam Bradford. Il bouge. Ça bouge, moi je pense. Truman Johnson. Il va rester, ils vont ça va être cher. Un contrat. Ça va être cher. Levon Bell, tag. Il l'est pas déjà? Non, ils peuvent pas encore. Ah oui. Non mais je veux dire, il était déjà. Cette année, oui. J'ai vu un truc sympa, je crois que Détroit aurait la place de le signer. Ça serait sympa à Détroit. Ça ferait du bien. Hein. Ça ferait du bien, Matthew Stafford. Ce serait inespéré. Nate Solder. Il va partir. C'est fini, ouais. Alors, quelqu'un disait quand même qu'il a un gamin qui a un cancer et qui est soigné à Boston. Peut-être. Ouais, des hôpitaux de haute qualité aux États-Unis, je pense qu'il y en a. Il y a pas. Je donne l'info pour la donner. Voilà. T'as raison. Jay Cutler, retraite, faut espérer. On espère. Jimmy Graham, c'est intéressant ça aussi. Il va partir, moi, je pense. Il reviendrait pas. Patriots avec Gronkowski. Il reviendrait pas à New Orleans. Je sais pas. Don Taripo. Bon, faut qu'il reste. Après, il y en a beaucoup, on va peut-être pas tous les faire parce que là, Jonathan Joseph, Prince Amukamara, Terrell Pryor, Alotien Gata, Don Smith, Mike Wallace, Antonio Gates, Sammy Watkins, Donald Stephenson, Darren Sproles. Je le vois bien bouger. Comment, Mike Wallace? Je le vois bien bouger, ouais. Surtout qu'ils veulent prolonger Landry, donc. Bah oui. Ouais, mais apparemment, ils sont pas du tout d'accord sur le prix. Hein. Les Dolphins. Le mec est juste le recordman des réceptions sur les 4 premières saisons. Ils sont en train de l'énerver. Frank Gore, Eric Decker, Malcolm Butler. Il y a du monde. Frank Gore qui prenne sa retraite. Écoute, s'il a encore du jeu. Je sais pas, mais il mérite. Ou alors une vraie bonne équipe. Il revient à San Francisco, deuxième coureur. Il va chercher un titre avec Shanahan et Garoppolo. Toi, t'es comme ça. Allez, elle est là, l'histoire. C'est ça, ouais. Elle serait jolie. Gold Rush, Black Stripes, Hello. Maintenant que la saison est presque finie, quelles sont pour vous les divisions les plus fortes, difficiles, compétitives dans chaque conférence? En AFC, toujours le Nord quand même, non? Je sais pas quand même. Les Bengals et les Browns, c'est quand même ils ont faible. Les Bengals, ils ont montré en fin de saison qu'ils pouvaient taper des gens et qu'ils avaient des joueurs de qualité. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que l'Ouest a un potentiel aussi. Ouais, quand mais même. bon, les Riders ont déçu. Mais trop sur courant alternatif. J'aurais dit le Sud limite. Hein. Oh non. Vous dites non, mais en attendant, les Texans avec Deshaun Watson, c'est pas si mal. Les Titans, ils sont. Il y a eu 3 matchs. Il y a les Jaguars et tu sais jamais si les Colts avec Andrew Luck va pas revenir. Sur le potentiel, pourquoi pas, mais t'as un quarterback qui a plus d'épaule, un quarterback qui a plus de genoux, une équipe qui a pas de quarterback. La place forte d'ici 2-3 ans. Ça peut quoi. Mais il y a trop d'incertitudes au poste de QB. Cette saison, oui. En même temps, ils en placent 2 dès cette saison, alors. Ça se défend. Ça peut, ça se défend. Et donc NFC Sud. Je sais pas s'il y a vraiment une division vraiment
NFC Sud, sinon, en NFC Saints, Panthers, Falcons, Buccaneers. Oui, parce que c'était la plus serrée cette année. Ils ont envoyé 3 équipes en play-off. D'accord. Raphaël. Question de Franck Nicki Minaj. Okay. Pour Nicki Minaj, j'imagine. Mais... salut la team, 2 petites questions. Alors, je sais qu'ils aiment bien en jouer, mais ne trouvez-vous pas Philadelphie vraiment sous-estimée, que cela soit dans les codes de Paris ou les médias, les gens ne semblent pas faire confiance du tout à Foles, qui pourtant a sorti plus d'un match correct dans sa carrière. C'est pas Foles qu'on fait pas confiance. Enfin, si, on fait pas confiance à Foles, mais on fait confiance au reste. Si, peut-être un peu sous-estimé. Merci à Thomas. Todd Bowles était aux Cowboys en même temps que Todd Haley. D'accord. Ok. Sur le chat. Si les Jets veulent Todd Haley en coordinateur, ouais, qu'ils fassent, grand bien leur fesse. Non, ils sont pas sous-estimés. Enfin, Nick Foles, on l'estime assez juste valeur. C'est quand même pas un super C'est vrai que c'est la plus sous-estimée des 4 ils sont un peu sous-estimés parce que c'est vrai qu'il y a vraiment très peu de gens qui les voyaient battre les Falcons malgré le fait qu'eux étaient numéro 1, les Falcons numéro 6. Nous-mêmes, on avait mis de l'argent sur les Falcons. Donc on est d'accord. Et on n'en aurait pas du tout mis sur les Eagles. Donc, non. Après, ils sont sous-estimés parce qu'il y a eu la perte de Vance aussi. Ça, oui, leur franchise quarterback. Et la deuxième question, si Manogu, donc le jeune français qui sort de Purdue, venait être drafté, signé. Dans quelle équipe on le veut ? Ouais, dans quelle équipe voulez-vous le voir ? Alors, Grégory nous disait que visiblement, ce serait plutôt non drafté, signé pour un camp ou quelque chose comme ça. Quelle équipe on aimerait ? Dans quelle équipe ? C'est une question de préférence. Ouais, n'importe où. Une équipe qui vient à Londres, peut-être pour le... Oui, une équipe qui vient à Londres. Une équipe où il y a pas une énorme concurrence pour essayer d'émerger. Une équipe où il y a de la place au poste de receveur, ce serait déjà très bien. Voilà, ça serait pas mal. Ouais. Donc Minnesota par exemple, c'est pas possible parce qu'il y a la Con Treadwell. Difficile. La future pépite. Exactement. Mais non, mais des équipes où il y a besoin de receveurs et qui viennent à Londres. Les Titans. Ouais. Les Titans. Il n'y a pas de star incontestable. Ouais, t'as Richard Matthews qui est le meilleur, mais après. Après, il est français. Est-ce qu'on lui souhaite vraiment de vivre à Nashville ? C'est Purdue, c'est pour rire. C'est dans l'Indiana, oui, c'est pas beaucoup plus. C'est pas le pire. Pas beaucoup plus glamour en effet. Il y a pire comme destination. Ouais, il a fait Purdue, quoi. C'est vrai. Je pense que. Non, et puis il y a Graceland quand même à Nashville. Voilà. Donc tu peux quand même aller voir. C'est quand même la truc de le berceau de la country. Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, ça va être sympa. Il se passe des trucs. Imagine, on a un Français en NFL, il joue avec Marcus Mariota, il enregistre un album country en français. On est pas mal. Ou blues. Ça te rappellerait des bons souvenirs. Ou blues. Uber Hawks qui demande quelle équipe qui a une mauvaise saison cette année va cartonner l'année prochaine. 49ers, Giants, Colts, Packers ou Browns. Du coup, j'ai pas écouté la question parce que Raphaël rigolait. Niners, Giants, Browns, Colts ou Packers. Qui va cartonner les Niners. Niners. En tout cas, Packers aussi, ils vont quand même récupérer Aaron Rodgers. Ah oui, il paraît qu'il est pas mal ce mec. Oui. Les Seahawks ont fait le ménage. Que pensez-vous du recrutement Ken Norton Jr. en défense, Brian Schottenheimer en attaque et Mike Solari pour la ligne offensive ? Moi, je trouve qu'ils font un peu du neuf avec du vieux. Quoi. Je sais pas. Notamment au poste de coordinateur défensif, ils font revenir l'ancien. Je trouve qu'il y a un côté. Il était coach de linebacker, non ? Il n'était pas coordinateur défensif. Ouais. Mais enfin, il faut revenir un mec de la maison, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a avec Pete Carroll derrière, c'est peut-être lui un peu le cerveau de la défense de toute façon. Donc c'est peut-être pas là où ça pose le. C'est pas tant dans le sens changer, mais ramener un peu de sang neuf, des idées nouvelles, quelqu'un qui. Ah non, mais ça me convient pas plus, hein. Mais... c'est plus dans ce sens-là. Puis alors, Scotty Schottenheimer, là. Alors, par contre, avant de on a terminé quasiment avec les questions. Je vais laisser Camille bidouiller un petit peu la caméra et meubler avec ça. Mais je vous vois, les gens sur Twitter là, qui sortaient tous en mode Jaguars comme je l'avais prévu, etc. D'accord. Il y a des timelines à remonter. Je vais pas prendre le temps de le faire, mais tous les gens qui m'annoncent qu'ils avaient tous vu les Jaguars au Super Bowl. On va peut-être pas s'enflammer tout de suite, ou alors montrez-moi les tickets Unibet parce que vous avez sûrement mis quelques euros dessus dans ce cas-là. Il vaut mieux pour vous. Parce que là, franchement, début de saison, il devait être fort le ticket. Bon, encore une fois, moi je remercie pas les Eagles qui nous ont cassé notre Falcons à 21, ce qui était quand même pas très sympa. Ouais, parce que là j'ai regardé, même la plus forte, je crois que c'est les Jaguars à 9. En finale, forcément, en finale de conférence, il en reste moins, donc c'est un peu plus difficile. Du coup, là, t'es plus safe de mettre les Patriots à 2-7, je crois, pour le titre. C'est non, 1,90. 1,90. C'était un peu il y a quelques jours qu'ils étaient 2-7, c'était au moment où les Falcons étaient à 21. Ouais, c'est vrai. Il y avait des belles cotes. J'avais mis un petit billet dessus aussi. Après, c'est normal, il restait celui-là, il y a encore un billet sur les Patriots. Celui-là va couvrir le reste.
On va laisser juste, on meuble un petit peu parce que Camille remet la cam en place pour la dernière séquence. Et dès que c'est bon, ou alors Camille, tu nous mets sur le plan large, on va pas s'embêter. On est sur le plan large, et ben on va faire ça. Alors jingle code et on est parti. Les meilleures cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet. Cette semaine, pour les playoffs, on change un peu puisqu'il y a beaucoup moins de matchs. Donc on fait un combiné chacun plutôt qu'une cote chacun. Raoul, ton combiné? On est obligé du coup de prendre sur chacun des deux matchs pour combiner parce qu'on peut pas combiner dans le même. Donc moi j'ai pris pour le match des Patriots Jaguars que les Jaguars ne perdaient pas ou perdaient de 8 ou moins. Donc pourquoi pas. Donc soit une victoire des Jaguars, soit une victoire de New England serrée. Combiné avec un touchdown marqué par Adam Thielen. Donc le premier à 1,70, le deuxième à 2,30. 3,91 la cote des deux. Donc 10 euros misés, 31,90 gagnés. Et j'ai embrouillé Camille parce que je lui ai fait mettre le synthé de Raphaël en premier. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Donc Raoul, tu nous disais Thielen plus les Jaguars qui perdent pas ou qui perdent moins de 8 points. Ça fait une cote de 3,91, 10 euros misés, 39 euros gagnés. Raphaël, tu as... moi, allez, on part un peu dans la folie, c'est les finales de conférence. Tu as été plus j'ai osé. joué 2 marqueurs de touchdown. Donc j'ai le premier, Blake Bortles, qui va marquer devant la red zone un petit touchdown au sol à 7,25 en cote. Eh oui, 7,25. Associé à Stephen Diggs, qui a marqué le touchdown de la victoire la semaine dernière et qui continue sur sa lancée à 2,68 de mémoire. Ouais. Donc ce qui donne une cote totale de 19,43. Avec 10 euros, vous pouvez donc potentiellement remporter 194,30 euros. Mais votre destin est dans les mains de Blake Bortles, donc après... c'est un combiné un peu plus YOLO. Moi, j'ai fait les mêmes matchs que Raoul. Enfin, on a fait les mêmes matchs. J'ai Stephen Diggs aussi, alors comme Raphaël, donc 2,68. Et toi, tu as pris les Jaguars qui perdent pas ou qui perdent moins de 8. Moi, j'ai pris les Patriots qui gagnent de plus de 9. J'ai fait l'inverse, qui est à 1,70. Donc 1,70 pour les Pats qui gagnent de plus de 9. Et Stephen Diggs, il a 2,68. Ça fait une cote de 4,56. 10 euros misés, 45,60 euros. Voilà pour nos 3 combinés. Vous avez 3 combinés de 3 cotes. Le YOLO, bon, bah, on fait un YOLO playoff, c'est-à-dire les deux perdants. Ouais. Jaguars 3,75, Eagles 2,20. Les deux perdants, les deux extérieurs peut-être. Pardon. Je voulais dire les deux outsiders. Les deux outsiders, les deux qui ne sont pas favoris. Des bookmakers. Voilà, qui sont donnés perdants par les bookmakers. Merci de me sauver. Oui, parce qu'on a lu l'avenir en fait. Donc, merci de me sauver, Raoul. Donc 3,75 et 2,20, c'est les cotes. On n'a pas donné les cotes des matchs secs du coup. Donc les Patriots sont à 1,20. Du coup, il faut quand même pas mal miser si vous voulez avoir du retour. Mais c'est vrai que Jacksonville à 3,75, c'est un beau gain, mais c'est très risqué. Et Philadelphie à 2,20 et Minnesota à 1,55. Du coup, c'est un favori plutôt honnête. Oui. J'ai envie de dire 1,55, ça peut se mettre un petit peu plus que d'habitude. Tu mets ça et tu mets une cote un peu sympa de l'autre match, genre un touchdown de Gronkowski, t'as un truc un peu sûr et t'es pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, voilà pour les cotes Unibet. C'est comme ça que se termine l'épisode 227 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous rappelle donc que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, qui est notre partenaire depuis 2 ans maintenant et qu'on remercie d'avoir été avec nous pendant toute la saison. C'est pas fini, bien sûr, puisqu'on se retrouvera. Alors, programme un petit peu chamboulé du coup, parce que là, on commence à arriver dans la dernière ligne droite. On rappelle, messieurs, alors j'espère que vous allez pas découvrir parce qu'on en discute au fur et à mesure des fois, mais on n'a pas toutes les infos. Mardi, donc, on débriefe évidemment les finales de conférence. Yes. Jeudi, est-ce qu'on se fait un petit podcast supplémentaire avec nos auditeurs, par exemple, qui n'ont pas eu le temps de passer sur Tipeee, etc. Genre leur top flop de la saison. Ce serait l'occasion de faire un petit bilan de la saison avec eux. On peut faire un top flop de la saison aussi. Alors, on vous prévient, d'ailleurs, on essaiera de prendre des auditeurs aussi pendant le direct avant le Super Bowl, tant qu'à faire. On pourra faire intervenir des gens. Encore une fois, parce que vous êtes quand même quelques-uns à pas avoir eu les contreparties Tipeee et donc du coup voilà, une émission. N'hésitez pas. Le mardi suivant, ce sera la preview du Super Bowl. Où là on fera la grande preview uniquement Super Bowl. Et le mercredi d'après, on va voir comment on organise ça, mais vous aurez à minima un match Madden, donc l'opposition Super Bowl sur Madden entre deux membres de la rédaction du match de l'affiche. Donc on aura Mehdi Julien qui sera là a priori et un autre adversaire, donc on va voir qui sera là. Et on fera ça sur un Facebook Live. Je pense qu'on trouvera un petit format sympa. Mais surtout, s'il n'y a pas d'émission le jeudi et qu'il y a un Madden, c'est aussi parce qu'au lieu des émissions pendant la semaine qui mènent au Super Bowl, après la preview du mardi, vous aurez des Facebook Live en direct de Minneapolis.
Ouais, voilà, avec Raoul Villeroy. Ça va. Donc ça, on va attendre que Raoul soit sur place et qu'il ait son planning. Et dès qu'il est calé sur place, on vous fera un planning, on les annoncera à l'avance. Je vous donnerai tout ça. Parce que l'an dernier, vous aviez bien aimé les lives que faisait Raphaël à Houston. Mais c'est vrai qu'on les faisait un petit peu comme ça, comme on pouvait. Là, on va essayer de faire un planning et comme ça, vous serez en immersion avec Raoul. On essaiera peut-être même de varier un petit peu les lieux. Un coup dans sa chambre d'hôtel avec une de ses conquêtes, un coup dans un strip club, un coup dans... Tout ceci est faux. Si ma fiancée écoute, c'est absolument faux. Donc voilà. Non, mais tu vois, peut-être un coup au centre de presse, au Radio Room, ouais, bien sûr. Même, on verra après. Dehors sous la neige. Dehors sous la neige. Comment ça s'appelle à la Super Bowl Experience, où il y aura des ateliers, des trucs, ça peut être l'occasion. Il y a plein de trucs qui sont faisables. Donc on va préparer tout ça. C'est pour ça que vous aurez qu'une seule émission plateau cette semaine-là. Nous, on fera nos préparatifs. Et évidemment, le dimanche du match, 22h minuit, Facebook Live, oui, on sera sur Facebook Live sur ce plateau et on fera notre présentation. On vous donnera des dernières cotes aussi Unibet et on aura un duplex du Hard Rock Café pour remercier aussi tous nos partenaires qui participeront à cette dernière soirée avec nous. Voilà pour le gros programme des semaines à venir, sans oublier tous les articles sur le site et tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça va être c'est fou de se dire qu'il reste plus que 3 matchs quand même. Hein. Ouais, c'est triste limite. C'est trop vite. Surtout que 3 matchs, en fait, dans tous les playoffs, il y a autant de matchs qu'un dimanche habituel en fait. Ouais, donc quand tu fais le compte, tu dis il reste plus que 3 matchs quoi. Voilà donc pour le 227, on l'a dit, on remercie Unibet, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, Besla, Alexandre, Freakball, Versus Art, Mister Techno Vidéo, Grumpy notamment. Je vais bientôt mettre à jour le générique, je vous le promets. Les commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube. N'hésitez pas, évidemment, la boutique, c'est pareil. Pour nous suivre, @TDActu, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @CamilleSaraben, @AlanMattei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous remercie de suivre ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous en remercie et on vous dit donc à dimanche. J'ai oublié Fauteuil, dimanche, 20h à 21h. Et je ne sais plus avec qui ce sera. C'est avec toi, non ? Je suis pas au courant, mais pourquoi pas. Avec toi, je sais plus. On l'a pas décidé, mais ça peut. Grégory avait une indisponibilité et que. Moi pour l'instant, on n'a rien dit. Mais... Bon, on va négocier ça. Bah ouais. On vous remercie de nous avoir suivis en tout cas. On vous dit à très bientôt. Petit générique. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.